Bien, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail sur toujours nos trois catégories d'actifs favoris, bureau, commerce, logistique. Et je vais demander à notre panel de bien vouloir me rejoindre. Christelle Zordan, CEO de la Société de la Tour Eiffel, Roman Cos, directeur général associé du groupe Cardam, Fabrice Fubert, président et cofondateur de Up Real Estate, et Cyril Blanchet, vice-président Leasing et Asset Management France chez Prologis. Installez-vous. Le placement est libre, sauf cette chaise qui est réservée pour ma pomme. On va commencer par le bureau, on va commencer par le gros morceau, en tout cas le gros morceau dans les portefeuilles des institutionnels. Mon premier thème, il est assez simple, c'est est-ce que les entreprises peuvent vraiment abandonner ces bureaux? Vous regarderez un petit peu le magazine, mais on a interrogé quelques directeurs immobiliers, et notamment Sabine Brunel, je pense à elle, sur AXA, qui a construit un modèle de smart working, avec une hybridation choisie, des espaces collaboratifs multipliés, un lissage de présence sur le site, bref, une vraie réflexion. Roman, dans ton activité de conseil, est-ce que les entreprises françaises ont vraiment architecturé ce choix, ou est-ce qu'elles subissent encore un petit peu le travail hybride sans l'avoir vraiment piloté, puisque le Covid a révélé qu'on pouvait travailler à la maison? Écoute, Micro, ça serait mieux. Merci. La première nouvelle, c'est un peu c'est la revanche du bureau, hein, qu'on donnait pour presque mort, il n'y a pas si longtemps à cette même tribune. Oui. Comme on l'a eu dit, et c'est là où le panel et des différentes classes d'actifs est intéressant, et c'est aussi la force de notre industrie. On a différentes lignes d'actifs et on parlait d'un pays sans usine. On voit bien qu'effectivement, un pays sans bureau, non, ça ne fonctionne pas, et notamment parce que l'entreprise, non, elle n'abandonne pas son bureau, bien au contraire. Par contre, elle redéfinit son rôle comme un lieu qui est avant tout un lieu de culture, un lieu d'appartenance et surtout un lieu de fabrication du collectif, parce qu'une entreprise, c'est avant tout un collectif. Et dans ces nouvelles organisations hybrides, en fait, la présence au bureau, ça n'est plus un réflexe, mais c'est un choix qui est à la fois individuel et collectif, et qui est fortement lié au fait de faire communauté, de vivre ensemble, et pas uniquement pour ce qu'on peut produire sur place. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ça nous oblige à traduire finalement ces enjeux qui sont de vrais enjeux culturels en une stratégie d'environnement de travail et de structuration de l'espace. Et pour ce faire, c'est trouver le bon équilibre entre ce qui fait usage collectif de ce que l'on partage, et à l'inverse, ce qu'on a besoin de garder comme des espaces qui sont des espaces privatifs. Voilà, donc le bureau... en fait, très concrètement, ça veut dire quoi? C'est beaucoup plus de salles collectives, des salles de réunion, c'est la fin des grands open space, c'est le retour du bureau individuel. Je parlais tout à l'heure que mon nouveau copain Claude, je discute avec lui, je n'ai pas forcément envie que mes voisins entendent ma conversation. C'est des espaces qui sont avant tout flexibles, qui permettent, oui, de se réunir, mais à la fois d'avoir de plus en plus, on le voit dans nos aménagements, de plus en plus de bulles individuelles pour pouvoir se retrancher, pour pouvoir passer effectivement un coup de fil, ne pas déranger les autres, mais tout en ayant des grands espaces collectifs où on va pouvoir faire forum. Ces instants, entre guillemets, accidentels de rencontres ou au détour d'un café, d'une réunion informelle, se créent ces accidents de parcours, mais qui sont autant d'opportunités de faire entreprise. Parce qu'on partage un même lieu. Et quand je parlais tout à l'heure c'est la revanche du bureau, c'est le retour vers le lieu qui crée le lien et qui fait le lien, parce qu'effectivement, le bureau ne sert plus simplement à rassembler des individus, mais il sert à faire exister un collectif. Et finalement, la capacité des lieux à générer de la valeur d'usage, c'est ce qui crée la valeur des lieux. Christelle, est-ce que toi tu le vois dans la transformation, dans les demandes concrètes des locataires actuels, la société Tour Eiffel ou des prospects? Et est-ce qu'à défaut de laisser tomber les bureaux,
les entreprises sont encore dans une logique de réduction des surfaces. On appelle ça pudiquement de réduire son empreinte immobilière. Alors, je vais dire un mot quand même sur une frange d'utilisateurs dont on parle assez peu, qui sont les PME, c'est-à-dire celles qui prennent moins de 500 mètres carrés, qui finalement, elles, n'ont pas vraiment amendé leurs besoins. Elles ont moins fait de télétravail, elles ont moins réduit. Et donc, aujourd'hui, sur toute cette frange de locataires qui est quand même une part du tissu économique français importante, on n'a pas forcément vu beaucoup de changements. En revanche, on a vu des demandes, mais on y reviendra peut-être après sur d'autres plans. Pour ce qui est de la majorité des mètres carrés, c'est-à-dire ceux occupés par des grands utilisateurs, effectivement, je pense que je rejoins un peu ce que disait Caroline dans le big data, c'est-à-dire qu'on est un peu à un plancher. On a eu beaucoup de demandes ces 5-6 dernières années sur des réductions de surface, sur lesquelles aussi on a bataillé, c'est-à-dire qu'on a préféré parfois accorder des mesures d'accompagnement complémentaires plutôt que de laisser les locataires libérer autant de surface que ce qu'ils le souhaitaient. On a fait des compromis avec eux et aujourd'hui d'ailleurs la plupart ne le regrettent pas parce que y a un léger retour au bureau et les mètres carrés qu'ils ont finalement conservés en plus de ce qu'ils voulaient, ils les utilisent. Ce type de demande de réduction de surface est quand même un peu tari. On en a beaucoup moins. En revanche, on a des demandes de réaménagement dans le stay versus go, qui est un peu la grande tendance aujourd'hui, quand des locataires viennent nous voir, accompagnés par leurs conseils qui ne manquent pas d'imagination sur tous les immeubles à proposer. On se bat à la fois pour capter des nouveaux locataires, mais aussi pour conserver les anciens ou ceux qui sont là depuis longtemps. Et là, effectivement, on doit les accompagner dans des réaménagements des espaces, dans des demandes. Par exemple, nous, on a eu une demande, c'était une condition suspensive du renouvellement, de refaire le RIE. Voilà, donc on a dû refaire les espaces de restauration, qui méritaient un petit coup de jeune, mais ça fait partie des demandes. Ou alors on nous dit, s'il n'y a pas de salle de sport, je pars. Donc pareil, on doit rajouter une salle de sport. Enfin, c'est anecdotique, mais à la fin, ça fait quand même un peu d'argent investi. Ça fait du capex. Ça fait beaucoup de capex sur un loyer qui était facial et qui redevient économique. C'est-à-dire que la franchise qui avait été mangée sur le bail précédent, là, elle revient. Donc on perd un peu en flux locatif immédiat et on le sécurise, on doit s'adapter, mais au moins, oui, on le sécurise. Oui, Ouais. oui. En revanche, dans ces cas-là, on le sécurise. Ouais. Okay. Je reviens juste sur le retour au bureau. Est-ce que le retour au bureau, ça se traduit, mais tu l'as dit un tout petit peu, par plus de mètres carrés? Alors peut-être les mètres carrés qu'on n'utilisait pas avant et qu'on utilise à présent, mais est-ce que demain, ça peut être un moteur de la demande locative? Alors, retour au bureau, on n'en est pas encore là, mais par exemple, là, on a une demande sur un site d'un candidat locataire qui est en fait un voisin qui avait sous-loué une bonne partie de son immeuble, qui a regrignoté tous les étages de son immeuble et qui maintenant cherche des surfaces complémentaires. Donc c'est quand même un signe, c'est pas encore la majorité des démarches, loin s'en faut, mais c'est quand même un signe qui a un léger mouvement favorable. Après, c'est toujours pareil, c'est sur des immeubles spécifiques, c'est pas sur toutes les localisations et c'est pas sur toutes les typologies d'immeubles. Roman, ce retour au bureau, tu le constates clairement dans les demandes aujourd'hui ou c'est encore un phénomène qui est très américain parce que là, ils n'ont pas eu vraiment le choix et chez Costar, on est assez bien placé puisqu'on a, je crois, 0 jour de télétravail, il me semble, si j'ai bien relu mon contrat, ce qui ne me dérange pas plus que ça. Mais aujourd'hui, ça se traduit en mètres carrés? Le retour au bureau, alors ce qui est sûr, c'est que un fait statistique, si je puis dire, c'est que à ISO effectif, c'est 25% de surface en moins qui sont consommés. Donc ça, on doit faire avec. Maintenant, le retour au bureau, certes, il est souhaité par les employeurs et par les entreprises de plus en plus. Pour autant, encore faut-il convaincre, à défaut de forcer, les collaborateurs de revenir au bureau. Et en fait, ce qui change réellement avec ce retour au bureau, c'est que si c'est pour revenir avec les mêmes bureaux, ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les nouveaux bureaux attendus, c'est clairement des bureaux sur lesquels il y a une exigence côté utilisateur de qualité de ces nouveaux bureaux.
Et côté entreprise, il y a une exigence en termes d'intensité d'usage. C'est-à-dire que si j'ai des bureaux, c'est pour que ces bureaux soient pleinement utilisés, pleinement exercés. Du lundi au vendredi, et pas du mardi au jeudi. À la limite, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que le calibrage, à la fois quantitatif et qualitatif, fait que globalement, on a un taux d'emploi et une intensité d'usage qui justifie effectivement cet investissement important pour l'entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, comment on fait? Et en fait, il y a essentiellement deux aspects que l'on constate dans cette nouvelle définition du bureau. Attractif et bien utilisé, et c'est un peu contre-intuitif, mais c'est moins de spécialisation. Probablement que dans le modèle d'avant, si je puis dire, on avait trop tendance à vouloir spécialiser les surfaces en fonction de tel ou tel usage. Et on voit bien que cette spécialisation, finalement, est un frein à l'emploi, un frein à la polyvalence et à la flexibilité. Et ça permet effectivement d'avoir une intensité d'usage qui est bien améliorée à partir du moment où on a des espaces qui sont polyvalents. Donc finalement, la vraie question, c'est pas tant combien de mètres carrés on a, mais c'est finalement combien d'usages utiles on peut faire au mètre carré et ne pas constater des taux d'emploi, des taux d'occupation qui sont encore particulièrement faibles, et notamment faibles parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins et surtout à cette flexibilité du besoin. Il y a un flight to quality aujourd'hui, clairement, de la part des entreprises, qu'elles soient grandes, qu'elles soient PME, qu'elles soient ETI. Ah oui, il y a un flight to quality parce que aujourd'hui, il y a une telle pression sur les loyers aussi que maintenant, pour un loyer plus raisonnable, on n'est pas obligé d'avoir un immeuble de seconde main un petit peu rincé. On peut avoir un immeuble flambant neuf qui n'a jamais été occupé avec tout un tas de services. Je pense que c'est, par exemple, ce qu'on a vu l'année dernière. Je crois qu'il y a eu 2 départs de la Défense pour Paris et 34 arrivées de Paris vers la Défense. Et à chaque fois sur des immeubles quasi neufs ou très fortement restructurés, parce que justement ces locataires pouvaient avoir pour un loyer beaucoup plus modique un immeuble full service et encore une fois extrêmement adapté à leurs besoins, avec la flexibilité des espaces, avec des aménagements de plateaux extrêmement divers possibles. Tout en gardant une forme de centralité et d'accessibilité qui reste essentielle. Donc oui, le flight to quality, il est là. Il est là dans toutes les localisations. Il n'est pas là qu'à Paris, ni à la Défense. Nous, on le voit, il y a des zones qui restent des zones de destination pour certaines typologies de preneurs ou des zones endogènes dans lesquelles les entreprises se sentent bien et souhaitent rester, mais préfèrent quitter des immeubles un peu vieillissants pour des immeubles fortement restructurés. Et quand bien même l'offre serait vraiment de haute qualité, il y a toujours une polarisation du marché entre l'hypercentre et la périphérie, avec l'idée que dès qu'on franchit le périphérique, on est un peu dans l'aventure. Je vois notamment, alors que bon, il y a quand même des lignes de métro, même automatiques, et avec des loyers qui vont du simple au quadruple, si on va sur le long de la ligne 14 par exemple. Alors, aujourd'hui, elles ont moins peur de traverser le périph', encore une fois, parce que la pression sur les loyers a permis aux entreprises qui ont un enjeu économique de pouvoir répondre à leur équation en ayant des bureaux de très très bonne qualité avec un loyer beaucoup moins cher. Quand on compare la Défense qui est allée à 400 € éco, voire un peu moins, versus Paris qui est à 800 € éco, voire un peu plus. On parle quand même de ratio du simple au double pour, encore une fois, des bureaux qui sont de super bonne qualité. Après, il y a des zones, je pense par exemple, nous on est assez présent à Massy. Bon, Massy, ça fait pas rêver grand monde, mais c'est une zone sur laquelle les loyers se sont tenus, sur laquelle le taux de vacances reste très faible et sur laquelle on a encore des demandes, que ce soit pour des petites, des moyennes ou des grandes surfaces. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un utilisateur qui se fait construire un bâtiment énorme sur cette zone-là, parce que c'est un hub de transport important et que cette destination-là a un sens pour beaucoup d'entreprises. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ça rejoint la notion de
de bassin de vie qui est à considérer. Et quand je dis ça, c'est qu'en fait, il ne faut pas réduire la qualité d'un immeuble à sa seule adresse. En fait, la qualité d'un immeuble, c'est quand la promesse d'un usage est tenue pour ses utilisateurs, pour son entreprise. Et en fait, on voit que l'immeuble, dans ce cas-là, il renforce ce qu'on appelle son urbanité. C'est-à-dire que ce n'est plus un immeuble hors sol, mais c'est un immeuble qui n'est pas isolé dans la ville, mais qui s'inscrit dans un territoire. On parle d'immeuble quartier. Et effectivement, c'est important qu'aujourd'hui, au-delà d'un immeuble intrinsèque, avec quelles que soient ses qualités, ses services, il s'inscrive dans un territoire qui parle à ce territoire et au bassin d'emploi dans ce territoire, parce qu'un immeuble à Saint-Denis, il a de la valeur pour les gens qui ont vécu, qui ont été élevés à Saint-Denis, et il en a peut-être une différente pour d'autres personnes. Donc voilà, un immeuble, il s'inscrit dans un territoire et plus que jamais, les deux sont indissociables. Maintenant, oui, il faut de l'accessibilité, il faut de la prestation calibrée en fonction du territoire. Il y a des territoires qui sont condamnés pour le tertiaire quand même. On n'est pas obligé de les citer, mais bon. Non, mais oui, pour les territoires, les territoires qui sont encore une fois, les territoires qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas passé ou présente par l'accessibilité, par les amenities aux alentours. Un immeuble qui ne fait pas corps et qui ne fait pas société avec son environnement, il est effectivement très fortement menacé. Maintenant, c'est des choses qui, en termes d'urbanisme, de fabrique de la ville, se construisent. Alors certes, dans la durée, mais ça se construit, ça se régénère. À partir du moment où il y a de l'intention, de la volonté de l'ensemble des parties prenantes, et notamment des villes, des territoires, donc des élus. Et des opérateurs, oui, c'est faisable. Maintenant, on parle de friches tertiaires. Oui, c'est une réalité qui va se développer. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu sur le thème de la flexibilité. On a interrogé Frédéric Cientu, le président de l'ADI, dans le magazine, et qui rappelle que 60% des dirigeants attendent de leurs propriétaires qu'ils accroissent la flexibilité, zone tampon, loyer ajusté, baux à court terme. Bon, c'est un coût, cette flexibilité-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les utilisateurs peuvent se la payer dans les négociations, ou est-ce qu'en fait, les bailleurs peut-être ne peuvent pas l'éviter et sont obligés de prendre ça pour eux, Romain ou Christelle? Alors déjà, ça a un coût, mais voir partir un locataire, le coût est encore plus important. Donc la balance, elle est toujours entre est-ce que je préfère faire des efforts raisonnables, mais qui satisfont mon locataire pour qu'il reste, ou est-ce que je préfère le voir partir et payer des charges sur ces surfaces vacantes pendant une durée indéterminée. Donc souvent l'arbitrage il est là. Après aujourd'hui les locataires effectivement veulent plus de flexibilité en théorie, mais quand on échange avec eux sur le coût que ça peut avoir, par exemple, ok, vous pourrez sortir tous les ans, mais à chaque année il y aura un peu moins de franchise, ou il y aura une pénalité, ou il y aura autre chose, parce que nous il faut bien aussi qu'on préserve un peu nos intérêts. Du coup l'échange n'est pas tout à fait le même. Je sais que la Française avait lancé le bail agile. Aujourd'hui, de ce que je comprends, il y a un certain nombre de baux qui ont été signés sur ce modèle-là. Ça a été un très bon produit d'appel pour certains immeubles. Mais malgré tout, quand il y a un échange, finalement, beaucoup préfèrent revenir à la bonne vieille triennale. Donc c'est très smart d'avoir fait ça, parce que ça permet d'engager un dialogue. Mais finalement, on revient quand même un petit peu aux bonnes vieilles habitudes, tout en étant, comme on le disait tout à l'heure, extrêmement flexible sur le reste. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser des espaces de respiration. Si on peut mettre un peu de coworking quelque part dans l'immeuble pour qu'ils aient le sentiment aussi que s'ils ont besoin de grossir, ils auront des surfaces tampons à un autre étage, ça peut aider. La flexibilité dans les services, dans les espaces communs, tout ça effectivement ça rentre en ligne de compte. Et puis la relation locataire aussi devient extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut être très très proche de leurs besoins, il faut être tout le temps là, il faut les écouter, il faut anticiper à 18 mois d'un break, il faut leur
faut leur poser la question, il faut savoir ce qu'ils veulent, ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Et nous, par exemple, d'avoir le property en interne, ça nous aide beaucoup à être très très proche de nos locataires qui sont donc nos clients pour anticiper leurs besoins. Mais est-ce que la réponse ultime sur la flexibilité, c'est pas le bureau opéré? Et à un moment, est-ce que tout le monde peut opérer le bureau? Est-ce que tout le monde peut se le payer? En fait, ça pose. Qu'est-ce qui a fait le succès des bureaux opérés? C'est de rajouter finalement au sous-jacent immobilier, l'immeuble, du service. Donc effectivement, rajouter du service aux occupants. Mais côté entreprise, pourquoi ce besoin de flexibilité? Parce qu'on a du mal à prévoir, on a du mal à anticiper son besoin. Donc soit on va prendre trop de mètres carrés, soit on découvre qu'on n'en a pas assez. Donc là, derrière ce besoin de flexibilité, la vraie question, c'est comment finalement je pilote l'adéquation entre la ressource et le besoin. Pour pouvoir piloter, encore faut-il mesurer. On n'améliore que ce que l'on mesure. Et donc probablement un autre type de réponse à ce besoin de flexibilité, ça rejoint la notion d'intensité d'usage. Si j'ai le bon nombre de mètres carrés, que je les utilise à leur optimum, mais comme on le fait dans la logistique ou comme on le fait dans l'industrie, je dirais rien de nouveau, et juste que le bureau découvre ça avec un peu plus d'intensité. Et c'est là où probablement qu'au niveau des immeubles et au niveau des propriétaires, de la même manière qu'on n'imagine pas un immeuble sans un thermostat pour aller réguler une température pour s'y sentir bien et pouvoir y travailler été comme hiver, probablement que les immeubles de demain et encore plus d'après-demain auront cette nécessité de pouvoir mesurer l'intensité de l'usage pour pouvoir derrière déterminer quel est le bon mix entre l'emploi et la ressource. Et de ce fait, la flexibilité, elle est native, si je puis dire, par rapport au pilotage de ce mix. Il faut mettre des capteurs partout? Il y a des solutions ou... Il y a des solutions, bien sûr. Tu citais l'exemple d'AXA avec Sabine. Aujourd'hui, elle transforme tout son parc immobilier en smart building. Elle mesure, elle génère de la donnée. Sur la base de cette donnée, elle peut prendre des décisions de gestion. Elle peut calibrer quantitativement et qualitativement son parc immobilier et le gérer au plus juste, sans pour autant aller sacrifier l'expérience utilisateur qui est vitale dans cette guerre des talents. Donc les grands utilisateurs, on parle d'AXA, la Caisse des dépôts et bien d'autres, l'ont compris. Ouais. Dernier item sur le bureau, je voudrais qu'on parle de valeur et du profit sharing. Vous allez dire que les locataires sont gourmands, mais je cite encore Frédéric Sientu, le président de l'ADI, dans le magazine Big. L'objectif d'une entreprise est de pouvoir capter la valeur créée par la signature d'un bail et l'occupation du bâtiment. Cette captation peut se faire au travers d'une clause de profit sharing portant sur la plus-value générée par la signature du bail lors de la cession de l'actif immobilier. Et ils ne sont pas un peu gourmands, les locataires, là, en ce moment là? Alors, ça date pas d'hier, cette idée. Ça marche ou pas? Alors, moi, je me souviens que LVMH, ça devait être en 2014 ou 2015, était furieux quand il y a eu la revente du siège de Sephora par un fonds Value Add, parce que le fonds avait acheté donc l'ancien siège d'un cabinet d'audit rue Ivry à Neuilly, avait mis Sephora dedans et avait revendu avec une plus-value de malade. Et Bernard Arnault à l'époque était furieux et j'étais à l'époque chez Altaria et on avait loué Cosmo à une filiale d'LVMH et il avait exigé la même chose, ce qu'il avait finalement pas obtenu. Mais parce qu'Alain Taravella est un excellent négociateur, mais ça date d'il y a une grosse douzaine d'années, donc c'est pas nouveau. Je crois qu'il a obtenu d'autres bailleurs. Après, on est dans un marché qui est quand même nettement moins liquide qu'avant, donc je suis pas sûre que la clause soit très efficiente pour l'instant, mais il n'y a plus de vente surtout. Ouais. Mais c'est quelque chose qui fait du sens et qui peut tout à fait s'envisager. Mais après, tous les locataires n'ont pas non plus cette capacité à obtenir ça de leur bailleur. Et puis ça peut fonctionner pour certaines typologies de vendeurs, mais pas forcément pour tous. Un fonds Value Add va avoir du mal à l'accepter vu que c'est là-dessus qu'il gagne sa vie. Mais... Roman, c'est une demande des entreprises aujourd'hui ou c'est vraiment pas la priorité de la plupart des grands utilisateurs? Je dirais qu'avant de partager la valeur financière, il faut être capable de démontrer et surtout de piloter la valeur d'usage.
Si encore une fois on a un immeuble dont on peut faire un meilleur emploi, un meilleur usage, bah, on peut se dire qu'effectivement il a plus de valeur qu'un autre. Je reviens sur mon immeuble climatisé, bah forcément il vaut plus cher que celui qui ne l'est pas. Un immeuble labellisé, il vaut plus cher que celui qui ne l'est pas. Donc quelque part, cette notion de valeur, elle existe. Et derrière, on peut même imaginer des modèles économiques un peu nouveaux, ou en tout cas complémentaires. Tout à l'heure, je parlais d'immeubles opérés, notamment au travers de l'exemple du smart building. Pour ce faire, on génère de la data depuis un immeuble, à partir des usages de cet immeuble. Cette data, elle a énormément de valeur, et c'est certainement pas CoStar qui dira le contraire. Je dis rien. Tout le succès de CoStar s'est bâti là-dessus. Et donc finalement, on a un immeuble qui aurait été conçu de façon native comme étant pilotable, parce que c'est un smart building par son propriétaire, qui est exploité par son locataire et qui, au travers de cette exploitation, génère de la data qui permet d'opérer de façon optimum ce bâtiment. Mais cette data derrière, elle peut être valorisée pour pouvoir profiter à l'échelle du portefeuille de ce grand utilisateur, mais aussi des immeubles du quartier et ainsi de suite. Et donc finalement, au-delà d'un immeuble, au-delà d'un flux locatif, on crée de la data. Cette data, elle est monétisée avec un partage de la valeur qu'on peut imaginer entre les parties prenantes que sont l'utilisateur et qui crée cette data et l'investisseur propriétaire qui a déployé les infrastructures nécessaires, et derrière, je le disais, monétiser cette data. Donc oui, des modèles de partage de valeur, ils existent. Maintenant, je veux dire, pourquoi aller partager un gâteau qui est existant? Je veux dire, on va aller partager quelque chose de plus, et ce plus, il existe. Et d'autres industries avant l'immobilier, notamment l'industrie du digital, dans le e-commerce, l'a très très bien fait depuis des années. À quand l'immobilier s'y met? Eh ben, on verra ça. Merci beaucoup en tout cas pour le bureau. On va passer au commerce, Fabrice. Je voudrais juste qu'on revienne un peu sur les dynamiques du marché locatif et les moteurs de la demande. On a vu qu'aux États-Unis, on a l'impression que le commerce est sorti de la crise avec un taux de vacances du retail américain de 4,4%, historiquement bas. Oui, Qu'en est-il en France? oui, mais à quel prix? Ah, Non, mais c'est difficile de comparer en fait le marché américain avec le marché européen et le marché français. 4%, oui, mais après une vague de fermeture de centres commerciaux et de magasins entre 2017 et 2022. La culture américaine et le comportement des consommateurs est vraiment différente. Il y a une culture très ancrée du shopping, ouais. shopping mall, et c'est différent. Si on compare avec les données de Codata, par exemple, en France, c'est sûr que le taux de vacances il est de 11,6% sur l'ensemble des formats commerce. C'est une augmentation par rapport à 2024 où on était à 10,7%. Mais après, il faut vraiment différencier toutes les classes d'actifs. En centres commerciaux, on est sur un taux de vacances à 16,8%. Et il est évident qu'il diffère en fonction des centres commerciaux régionaux, intercommunaux et de proximité. Les pieds d'immeubles est à 11,7% et les zones commerciales de périphérie est à 8,4%. Alors attention, sur les zones commerciales de périphérie, c'est tout commerce confondu avec les moyennes surfaces indépendantes et les retail parks. Ce taux est beaucoup plus faible sur les retail parks. Donc c'est il y a le vent en poupe. Et les boîtes, en fait. Et les boîtes. J'aime pas ce mot boîte. Oui, je sais. Je préfère moyenne surface indépendante. Donc voilà. Mais bon, et ce qui est important, parce qu'on a parlé de fréquentation, et surtout Caroline, en fait, on a vu un phénomène inversé, parce qu'elle a parlé du Royaume-Uni, notamment. Oui. Et en fait, la FACT avait souligné au mois de février, en fait, qu'il y avait une amélioration, une évolution positive de la fréquentation, notamment des centres commerciaux, à plus 0,6%, alors que le chiffre d'affaires, à périmètre constant sur les centres, était négatif à moins 0,2%. Donc il y a une décorrélation inhabituelle, surtout en commerce, entre la fréquentation et en fait la consommation. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient passer devant les vitrines et on n'achète pas, en fait, c'est ça le... Oui, alors les consommateurs ont été un petit peu plus prudents. Vous savez que la France est quand même un pays d'épargne, donc avec des consommateurs un peu plus prudents. Mais voilà, donc en fait, après, ça dépend des formats. Si on prend par exemple l'ensemble sur les commerces de gare, par exemple,
on est sur des chiffres en forte augmentation à plus 3%. Si on regarde les enseignes qui sont aujourd'hui en train d'accélérer, est-ce qu'il y a vraiment des grandes tendances qui se manifestent? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt des enseignes discount qui se développent? On voit qu'il y a quand même des sujets sur le pouvoir d'achat, ou au contraire, c'est vraiment très, très, très varié? Alors, il est clair que pour faire face au pouvoir d'achat, les enseignes de discount répondent parfaitement bien. Mais il ne faut pas généraliser. Si on prend le cas d'Action, parce qu'on en avait discuté ensemble, Ouais. Action, c'est impressionnant, c'est plus de 900 magasins en France, c'est 16 milliards de chiffre d'affaires, c'est 16% de croissance. Et finalement, quand on regarde toutes les enseignes, comme tout cycle de produits, il y a une phase de développement, une phase de maturité au niveau du maillage. Et ensuite, après, il y a forcément de la rationalisation de parc, puis après de repositionnement. Là, Action, ça continue, ça se développe. Et maintenant, leur stratégie, c'est de se développer sur des moyennes et petites agglomérations. Donc, en fait, Action a un maillage et un développement assez fort. Mais il n'y a pas que dans le discount. On voit en fait dans chaque catégorie d'actifs, nous on est quand même assez contents, c'est qu'il y a des enseignes. Si on prend le loisir, Cultura cherche à se développer. L'animalerie, vous avez Animalis qui n'arrête pas de se développer, qui ouvre 20 points de vente par an et qui restructure les anciens points de vente et qui met des capex. Donc ça, c'est quand même un point important. Vous avez dans le discount, on parlait d'Action, mais alors là, il y a eu beaucoup d'enseignes qui se sont fortement développées, que ce soit du Normal. Là, Teddy, qui est le concurrent direct d'Action, a un fort plan de développement pour contrer, en tout cas pour concurrencer Action. Mais bon, attention, il faut faire attention, il ne faut pas généraliser. Il y a par exemple Jiffy, plus de 500 magasins en France, qui a connu certaines difficultés ces derniers temps. On espère que cette phase de difficulté va se calmer, va s'arrêter. Ouais. Les critères qui regardent les enseignes aujourd'hui quand elles se développent, c'est quoi? C'est le loyer, c'est les charges, c'est le taux d'effort? Ou il y a d'autres critères qui rentrent en jeu aujourd'hui? Alors, au niveau des enseignes, clairement, de toute façon, c'est un bilan d'exploitation. Dans le bilan d'exploitation, il y a deux grosses charges. C'est les charges locatives et les charges du personnel. Donc, alors, c'était marrant parce que je me posais la question, il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on regardait? Le loyer sur chiffre d'affaires, basiquement, mais notamment en centres commerciaux, parce que les centres commerciaux pratiquaient le loyer binaire. Non pas en centre-ville et non pas en retail park ou en périphérie, et on regardait en fait que cet indicateur. Désormais, tout le monde regarde les enseignes, les investisseurs, les conseils, on regarde l'OCR, Occupancy. Vas-y, moi je ne suis pas spécialiste, je suis qu'un journaliste. Voilà. Bon, c'est en fait, on regarde le loyer, les charges, tout ce qui est loyer, charges sur le chiffre d'affaires réalisé, toutes charges confondues, que ce soit donc les charges de copropriété, les charges des taxes foncières. Et finalement, on regarde en fait les taux acceptés ou acceptables par l'enseigne, que ce soit au niveau du conseil ou de l'investisseur. Et on se rend compte, par exemple, si on prend l'exemple de la restauration, un OCR acceptable il y a 10 ans, c'était 10%. Maintenant, toutes les grandes chaînes, que ce soit des Buffalo Grill ou d'autres, ou en tout cas du groupe Bertrand, on est plus aux alentours de 7% d'OCR acceptable. Donc on va gratter sur le loyer. On va gratter sur le loyer, ça, oui, ça dépend. Non. On va gratter sur le personnel, mais on va gratter sur le loyer. Non. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des formats gagnants, des formats perdants, quand on regarde un petit peu sur les espaces commerciaux? Oui, alors si on prend par exemple les centres commerciaux et les centres-villes, sur les centres commerciaux, il faut voir que la part en équipement de la personne en chiffre d'affaires a fortement diminué depuis 3 ans, passant de 30% à 27%, au détriment, en faveur plutôt de la beauté qui a augmenté de 19 à 23%. Sur les centres-villes, on se rend compte sur la dernière décennie également qu'il y a une baisse de la part du chiffre d'affaires en équipement de la personne, passant de 21% à 14%. Et là, c'est la restauration, la beauté santé aussi, mais la restauration qui augmente qui passe de 17 à 21%. Dans les centres commerciaux, on s'aperçoit également qu'en fait, il y a une grosse part, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, en comparant avec le marché américain, que le loisir remplace et permet en tout cas de réduire le taux de vacances.
Juste, on a eu notre ami américain qui nous a parlé des trampolines et des toboggans, mais ça ne paye pas les mêmes loyers que l'équipement de la personne. Alors oui, ça ne paye pas la même chose, ça paye un petit peu moins, ça c'est clair et net. Ça paye. Ça paye quand même, et ça prend des grandes surfaces, mais c'est surtout des enseignes de destination et de flux. Et c'est en fait, on est clairement il y a 15 ou 20 ans, on faisait des études pour développer, en tout cas pour importer cette tendance des États-Unis qui était l'entertainment. Et on y est. L'entertainment dans les centres commerciaux, quand on voit des grosses enseignes type Nikito qui prennent 10 000 m² et qui investissent beaucoup de capex, et qui réinvestissent aussi dans leur concept tous les ans ou tous les 2 ans. Donc finalement, c'est une nouvelle offre commerciale qui s'établit. Dernière question, je reviens un tout petit peu sur mes enseignes discount. J'ai peut-être trop fréquenté le magasin Action, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas à cause de qui, mais bref. Est-ce que low cost, c'est low rent? Et peut-être surtout low cost, est-ce que ça peut être low risque? Alors, Action, quand ils ont pénétré le marché français, ils arrivaient avec des loyers moyens. Prenons un exemple concret, la pâte d'oie d'Herblay. Ils ont cherché en fait, bien évidemment, à mailler tout le territoire, avoir des zones intercommunales, en tout cas de périphérie. Plus ensuite, ils se sont développés sur le centre-ville et les centres commerciaux. Sur le cas, par exemple, de la pâte d'oie d'Herblay, ils cherchaient des loyers à 130, 140 euros. Ils n'ont jamais trouvé d'emplacement. Et finalement, ils ont trouvé un emplacement qui était plus 1 bis, et ils ont payé 270 euros sur 1000 m². Mais la pâte d'oie d'Herblay, vu sa fréquentation et vu sa zone de chalandise, lui a permis tout de suite de faire plus de 8 millions de chiffres d'affaires. Donc, ce qu'on recherche, cette enseigne, c'est d'avoir un OCR assez faible, entre 4 et 5% maximum. Et dans ce cas-là, elle est prête à payer un loyer un petit peu plus élevé. Très clair. Il n'y a que Action qui paye des loyers un peu plus élevés? Non, Teddy, par exemple, paye des loyers plus faibles, mais pour pénétrer certaines zones, est prêt à payer le loyer de marché. En fait, les enseignes payent le loyer de marché pratiqué dans la zone commerciale. Et Action, désormais, maintenant, s'est développée, parce qu'à la base, c'était quand même une enseigne qui se développait en centre-ville, venant des Pays-Bas, mais elle a pénétré, en fait, les trois formats de commerce, que ce soit centre-ville, centres commerciaux et périphérie. Très clair. Merci pour cette analyse du commerce. On va passer sur la logistique avec Cyril Blanchet. Pareil, moi, mon premier thème, c'est toujours les moteurs de la demande logistique en France en 2026. Notre analyste a parlé sur le marché logistique américain d'une phase de réajustement après l'euphorie post-Covid, avec un marché qui bifurque entre une demande qui est très forte et qui s'accentue sur le XXL, et qui s'accentue aussi sur les petites unités urbaines. Alors, ils n'ont pas tout à fait la même taille que les nôtres. Je voulais savoir un peu où en est le marché français en 2026. Est-ce qu'on a ce même réajustement, cette même bifurcation? Aujourd'hui, nous, on constate qu'on est dans un marché qui est dans la continuité de celui qu'on a vécu en 2025, qui est certes moins linéaire, qui est bien évidemment diminué aussi par le e-commerce, mais ce n'est pas la seule raison, encore une fois. On est sur un marché qui est beaucoup plus discipliné, qui est beaucoup plus exigeant. Le e-commerce est un élément, mais on vit aussi une réorganisation, encore une fois, aujourd'hui, de tout ce qui est supply chain et surtout de l'optimisation des réseaux. C'est vraiment ce qui prime aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on constate, en tout cas sur les derniers mois. Et est-ce qu'on a vu la relocalisation industrielle? On n'a pas arrêté de nous bassiner avec la France va se réindustrialiser. Je ne sais pas où. J'aurais pas dû dire bassiner d'ailleurs. C'est pas très poli ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça se ressent sur les supply chains qui se réorganisent? Sur les dernières semaines, on est en train de vivre des demandes assez conséquentes, inattendues, qui viennent de marchés à la fois complémentaires, mais un petit peu différents de ce qu'on a vécu jusqu'alors. Donc on espère être en mesure de communiquer rapidement sur des sujets assez intéressants dans ce domaine. Ouais. C'est la défense? Non, j'ai rien dit. Quels produits recherchent aujourd'hui les locataires et qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher d'ailleurs, un locataire? Il vient en logistique. C'est toujours une localisation. Avant, on disait qu'il suffisait d'avoir un rond-point et un raccordement autoroute et ça y est, on avait ça reste primordial, c'est clair. On a la chance de développer des actifs de classe A qui sont idéalement localisés, à la fois en France, en Europe et surtout le portefeuille mondial. Donc c'est un caractère d'attractivité non négligeable, mais ce n'est pas la seule raison ou ce n'est pas le seul moteur aujourd'hui. Il y a un élément qui est clivant. Bien évidemment, il y a une proximité par rapport aux axes de communication, a fortiori en ce moment sur le coût de transport, mais il va y avoir une recherche d'optimisation du coût. Le loyer ne va pas être le seul référent par rapport à l'analyse et à la décision.
c'est surtout la capacité qu'on va avoir de leur fournir des bâtiments répondant bien évidemment aux critères, mais surtout d'anticiper ces critères-là. Et on pense surtout à l'énergie. On est très en avance, nous, par rapport à ces sujets, puisqu'on s'était fixé la fin de l'année dernière pour obtenir un but de fourniture énergétique. On a atteint le gigawatt au niveau mondial en termes de production sur l'ensemble de nos panneaux installés sur l'ensemble des bâtiments. Et aujourd'hui, c'est un élément clivant. La localisation est certes importante, la capacité du bâtiment, sa spécificité. On couvre quasiment un spectre assez conséquent de toutes les catégories ICPE qu'on est à même d'accueillir au sein de nos immeubles. Donc, toute typologie, encore une fois, que ce soit du pharmaceutique, que ce soit de l'alimentaire, de l'industrie, du médical. Mais la faculté de produire, de fournir de l'énergie à nos bâtiments, mais surtout de regarder devant et l'extension de cette énergie. On pense à l'automatisation, on pense à la robotisation, mais aussi à l'électrification, encore une fois, des flottes existantes. Et ça, c'est clivant, c'est primordial. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper les besoins futurs des locataires. On parle toujours de plateforme logistique. Complètement. On ne parle pas de data center, on parle de plateforme logistique. Exactement. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un élément primordial et c'est un élément déterminant dans la valeur de l'immeuble. Il y a à la fois le bâtiment, le locataire, la durée du bail, le bail en place, bien évidemment, la qualité de signature, mais le paramètre énergétique est un élément déterminant. Ça se reflète aujourd'hui dans le loyer ? Ça peut se refléter dans le loyer, bien évidemment, parce qu'on a des locataires qui sont demandeurs à la fois d'installation, mais on anticipe. Donc, ça passe par l'installation de bornes électriques, ça passe par différents services qu'on est à même de fournir dans le cadre des capacités de Prologis d'accompagner les locataires dans leur implantation, qu'elle soit opérationnelle le plus vite possible et de les accompagner dans le temps. Aujourd'hui, on atteint pour les chiffres 2025 un taux de rétention, on en parlait sur la fin des baux, on est à 84% sur l'exercice 2025 de rétention de nos locataires en place. Ce qui prouve la résilience de nos actifs et la capacité de Prologis de les accompagner dans les différentes problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés à la fois en entrée, pendant la durée du bail et dans la projection de leur exploitation. S'ils restent, c'est parce qu'ils ont peut-être aussi investi un tout petit peu à l'intérieur de la boîte. Je suis désolé, j'utilise des mots péjoratifs, mais vous avez le droit de me reprendre. Ma question, elle est simple, c'est la valeur d'un entrepôt aujourd'hui, elle se situe où ? Elle se situe dans l'enveloppe, dans le bâtiment, ou aujourd'hui elle se transfère comme un peu une valeur d'usage à l'intérieur de l'entrepôt ? C'est une combinaison de différents facteurs. On en a parlé en amont, c'est à la fois la localisation, la taille de l'actif, sa flexibilité, la rapidité avec laquelle nos locataires sont à même d'être opérationnels. On en parlera peut-être plus en avant, mais on a des services qui permettent encore une fois de libérer pour eux ce qu'ils appellent de la bande passante. Et ils nous confient à ce moment-là encore une fois leur implantation. Alors jusqu'à une certaine limite, il y a bien évidemment des locataires qui à outrance, sans citer de nom, sont à 100% en automatisation ou en robotisation. C'est assez impressionnant. On l'a vécu dans le passé avec un grand nom de la distribution américaine et ça ne fait que s'accentuer. Mais c'est des paramètres à la fois différents et complémentaires qui vont structurer la valeur de l'immeuble. Et c'est un élément, encore une fois, déterminant de pouvoir accéder à l'énergie, de pouvoir la délivrer, mais surtout de l'augmenter dans le temps. Mais on parle de services, dans le bureau, on dit souvent des offres plug and play. Là, j'arrive et puis je me pose et tout est installé. Et on est vraiment à la frontière du bureau opéré. On est même quasiment dans le bureau opéré. On a ça aussi dans les entrepôts logistiques. Je vous confie les clés et vous vous occupez de tout. Alors encore mieux que ça, nous on a un département qui s'appelle Prologis Essentials, qui est un département qui va gérer de A à Z l'ensemble du cahier des charges d'implantation. Ça va de l'implantation des racks jusqu'au Wi-Fi, aux pompes à chaleur, aux bornes électriques à l'extérieur. Et ce qui va permettre à nos locataires d'avoir une exploitation jusqu'au dernier jour du bail, ce qui n'est pas toujours le cas par ailleurs. C'est-à-dire qu'un exemple, on va gérer à la fois l'acquisition et l'installation des racks. Et à défaut de lui imposer un départ 6 mois, ou en tout cas de préparer un départ 6 mois avant la fin du bail, il va pouvoir exploiter jusqu'au dernier jour de son bail, étant donné que par le département en question et Prologis avant tout, on va être à même de l'accompagner en entrée pour avoir un jour d'exploitation le plus rapide possible et d'être opérationnel très rapidement et d'être en exploitation jusqu'au dernier jour du bail. Et ça, c'est Prologis Essentials qui l'assure. On couvre tout un spectre de techniques de prise en charge du cahier. Et ce qui nous va très bien, ça crée à la fois de la valeur pour notre immeuble. On maîtrise les travaux qui sont réalisés à l'intérieur et on accompagne les locataires pour leur libérer ce temps afin qu'ils puissent se concentrer sur leur core business. Et ça lui coûte cher ? En fait, l'avantage, c'est qu'avec l'étendue du parc, pour parler que de la France qui me concerne, c'est 3,6 millions de mètres carrés, c'est 156 bâtiments, c'est plus de 200 locataires. Ça nous donne un pouvoir en tout cas d'avoir une vision très exhaustive de l'ensemble des budgets qu'on peut générer pour eux. On est en toute transparence avec nos locataires sur ce qu'on est à même de générer sur les montants d'implantation.
Et généralement, ils nous suivent parce qu'on a une économie d'échelle qui est conséquente. Et une fois de plus, c'est pour leur permettre d'être opérationnels assez rapidement. Et ils n'ont pas l'impression que vous remontez un peu trop en haut de la chaîne de valeur là, et que vous venez un tout petit peu Non, ils concurrencer. maîtrisent parfaitement ces coûts parce qu'ils sont certainement localisés dans d'autres implantations que Prologis. Mais ça rejoint encore une fois ce que je disais tout à l'heure sur le taux de rétention, où aujourd'hui, par rapport à l'exercice 2025, 84% de rétention sur nos locataires qui étaient en fin de bail. Ça prouve encore une fois la résilience du système et la qualité de l'accompagnement de Prologis, encore une fois, sur un quotidien. Bon, ce qui prouve que le service, à un moment, ça paye. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de ces 3 marchés. Maintenant, ça va être à vous de bosser, parce que je vais vous poser 2-3 petites questions. Et pour ça, il faut vous connecter sur Slido. Et alors, vous devez vous connecter sur le Wi-Fi de Comet Bourse. Alors, pour ceux qui sont venus au dernier Big Up en octobre 2025, vous oubliez le réseau et vous le recréez, si j'ai bien compris, c'est ça qu'il faut dire? Ouais, elle me fait un pouce, ça veut dire, donc il faut que je le fasse, ça veut dire ça. Et c'est quoi le mot de passe? Real Meetings 2026. Donc, je vous invite à vous connecter là-dessus et on va démarrer peut-être notre première question, parce que j'ai 5 questions à vous poser. Et ensuite, nous, on regardera les résultats et on va essayer de les commenter, comme les courses de chevaux. Ma première question est la suivante. Et vous allez lire peut-être dans le magazine aussi. Sabine Brunel a dit que pendant 20 ans, les locataires n'étaient pas vos vrais clients. Ah ah, elle parle aux bailleurs. Est-ce vrai? J'ai 4 propositions à vous faire. Dès que je les retrouve sur cet iPad dont je ne sais absolument pas me servir, c'est incroyable. Quand on n'est pas digital, on ne l'est pas. La première question, oui. Et le pire, c'est qu'on le savait. Deuxième réponse, oui, et on a changé. Seulement parce que le marché nous y a obligés. C, non. Mais je comprends pourquoi il le pense. D, la question ne se pose pas. Le vrai client a toujours été la banque. À vous de répondre. On ira tous au paradis, moi, qu'on soit béni ou qu'on Et on peut soit voter, là, hein. maudit. Vous n'avez pas de téléphone? Ira, Ah, c'est pas vrai, ça. toutes les bonnes sœurs et tous les je sais pas comment ça marche. voleurs, toutes les brebis et tous les bandits. Est-ce qu'on a suffisamment de réponses? Ça veut dire non, ça? Non. Alors votez, nom de Dieu. Paradis, moi. Sinon, on écoute ça pendant 2 heures. J'adore Paul Naref. Soit maudit, Je sais que j'étais on jugé. ira. Toutes les Les pouces, ça veut dire oui? Bon, Bon, on regarde alors. toutes les Regarde les réponses. Ah, on a changé parce que... Ah, il n'y a plus de banquier par contre. Hein. Bon, juste un petit commentaire. Je pense que ça dépend aussi de la culture du bailleur. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont toujours été très orientés clients et d'autres un peu moins. Maintenant, il est vrai qu'auparavant, on se disait que le locataire, on allait le recontacter. S'il ne nous envoyait pas son préavis, on serrait les fesses et puis on se disait c'est gagné. Puis sinon, on le recontactait et on essayait de le convaincre. Donc malheureusement, je pense que chez un certain nombre de bailleurs, c'était probablement le cas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, cette proximité, elle est plus qu'indispensable et qu'on est devenu, degré de force ou de naissance, beaucoup plus proche de nos locataires. Et Christelle Zordan, elle est quel type de bailleur? Alors, à titre très personnel, j'ai toujours considéré qu'un locataire était un client. En revanche, je me suis quand même rendu compte, après avoir traversé un certain nombre de cultures d'entreprises différentes, que ce n'était pas partagé par tout le monde. Très clair. Allez, deuxième question. Deuxième question, votre locataire vous demande une zone tampon, un loyer variable, un bail de 3 ans, vous faites quoi? A. J'accepte tout et je me débrouille pour que mes actionnaires ne lisent pas le bail en détail. B. Je refuse et je perds le locataire. Bon, ça m'arrive 2 fois par an. C. Je négocie, mais ma vraie ligne rouge, c'est le loyer facial. Le reste, on s'arrange. D. Je lui demande pourquoi il veut que 3 ans. Et si sa réponse
me dit tout sur l'avenir de mon actif. Je suis pas sûr de ma réponse D, là. Hein? Bon, allez, votez. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait, ce qui lui plaît. Précipice et tout bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait, ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Qu'elles ont à me dire, les étoiles? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je veux l'info rouge. Font les moutons sur le... Bon, allez, on regarde un peu les réponses. J'adore cette chanson. Bon, j'ai passé l'essentiel du temps à chercher des chansons. Je négocie. Le reste, on s'arrange. Ah, moi, j'ai toujours pas compris ce que c'est le loyer facial. Vous pouvez m'expliquer? Ça fait 20 ans que je couvre ce secteur. Je comprends toujours pas la différence entre un loyer facial et un loyer économique. Romain, tu peux m'expliquer juste en 30 secondes? Qui veut m'expliquer, s'il vous plaît? On me laisse toujours les questions difficiles. Ben oui, mais c'est parce que les femmes Juste sont en plus commerce, courageuses. il y a vraiment une différence entre le commerce et le bureau. Nous, les allègements, ils sont limités. Ah, ça, c'est pas sympa pour le bureau. Non, mais c'est amusant parce que mon actionnaire me pose régulièrement la question. Il comprend pas, en fait, n'étant pas lié au secteur immobilier autant que nous, il comprend pas forcément pourquoi on s'embête à faire des mesures d'accompagnement et pourquoi on passe pas directement à ce qu'il appelle le vrai loyer, qui est le loyer économique. Je pense qu'il y a notamment une boîte du CAC 40 qui travaille dans l'immobilier qui est assez championne dans le domaine, qui préserve bien ses loyers faciaux et qui fait beaucoup de mesures d'accompagnement derrière. Mais le loyer facial, c'est juste pour les reventes. Donc, voilà, tant qu'on est dans un marché liquide, c'est hyper important. Le jour où on est dans un marché un peu moins liquide, c'est peut-être un petit peu moins important. Et puis, encore une fois, chaque investisseur voit midi à sa porte. Une foncière qui est dans le très long terme, elle va peut-être pas avoir le même raisonnement qu'un fonds qui a besoin de flipper très vite et de revendre très vite. Chacun fait ce qui lui plaît. Exactement ça. Très bien choisi. Chanson. Troisième question. Le profit sharing. Qui veut partager la plus-value de cession avec son locataire? 4 réponses. A. Non, moi je veux pas. Si mon locataire crée de la valeur à la cession, c'est que j'ai mal négocié mon bail. B. Oui, et je vais dire à mes actionnaires que c'est une innovation. Ils détesteront. C. La question ne se pose pas. Personne n'a encore défini comment calculer cette plus-value. D. Je partage la plus-value quand mon locataire partage sa data. On est quitte. Allez, on vote. On se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns avec les autres. On court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On regarde les résultats? J'adore cette chanson. C'est un peu les relations bailleurs-preneurs, non? Alors, la question ne se pose pas. Personne n'a encore défini comment... Mais c'est pas possible que vous soyez aussi hypocrite que ça. C'est pas vrai, ça. Je ne le crois pas. J'attendais pas cette réponse. C'est quoi la bonne réponse, Romain? J'ai envie de dire, si on profite, si on partage les profits, avant, il faut partager les risques. Ah, tout de suite. Non, mais je veux dire, l'investisseur, il prend un risque quand il porte le développement d'une opération en blanc. Alors certes, il a tout fait pour avoir un beau locataire avec une belle signature, mais voilà. Donc si quelque part, et d'ailleurs, quelques grands locataires investissent dans l'immobilier, on en a cité quelques-uns, notamment dans le luxe, mais et probablement que oui, avec certains, c'est des co-entreprises de développement, mais le seul partage de la valeur, création de valeur dans la revente, parce que je m'appelle telle ou telle boîte du CAC 40, ça ne se justifie pas en tant que tel, c'est pas suffisant. Bon, le message est clair. Quatrième question. On va parler un peu commerce.
Kiabi, Action, Primark dans votre retail park, vous faites baisser votre loyer facial de combien pour les faire rentrer? Première réponse, A, rien, mais je leur offre 18 mois de franchise et 200 000 de travaux, c'est pas pareil. B, autant qu'il faut, un retail park plein à loyer bas vaut mieux qu'un retail park vide à loyer théorique. C, la question ne se pose pas, c'est eux qui fixent le loyer maintenant. D, je baisse pas, je leur dis qu'ils ont la chance d'être là et j'attends le prochain. Allez, on vote. Elle vient de très loin, celle-là. C'est même un marqueur générationnel. Pas de doute, Coco, t'as le look qui te colle à la peau. T'as le look, Coco, tu fais le beau. Pas de doute, Coco, t'as le look qui te colle à la peau. Alors, on regarde les réponses. Rien. Mais 18 mois de... C'est rien. Alors là, je vais répondre. Ah là. Ne t'énerve pas, Fabrice. Ne t'énerve pas. Déjà, c'est la question. La question, déjà, Action Kiabi, ok. Primark en retail park, c'est pas leur développement. Pour l'instant. Ils sont venus exceptionnellement chez Philippe Journeau en compagnie Fasbourg. Mais il est vrai qu'après Action Kiabi, donc en retail park en général, il y a très peu de concessions, c'est le loyer pratiqué de marché dans la zone. Il y a un fort engouement, en tout cas pour le retail park en ce moment, et ça répond à beaucoup de choses, notamment au mode de consommation et surtout au modèle économique des enseignes. Sur les centres commerciaux, il est vrai que des foncières ont concédé certaines franchises et surtout des accompagnements de travaux, que ce soit pour Action Kiabi, mais surtout pour Primark. Parce que Primark était quand même une enseigne locomotive de destination, et Primark venait dans les centres commerciaux et prenait quand même des grosses surfaces, 5 000 minimum, mais en général demandait 10 à 12 millions de travaux, et au début, 50% des travaux pris en charge par les bailleurs. Donc, mais quand on a Primark, il y a eu une augmentation du flux dans les centres commerciaux. Sauf son centre. Voilà. C'est pas qu'on sauve son centre, on peut aussi améliorer la qualité et le merchandising de son centre. Effectivement, oui, mais j'ai pas les mots. C'est pour ça que je suis journaliste et pas broker. Ouais. J'ai compris la différence. Allez, 5e et dernière question. Et on va parler entrepôt. Dans 10 ans, un entrepôt logistique standard sans service intégré, il sera encore louable, mais à quel prix? Première réponse A, je sais pas. Et c'est exactement ça le problème. B, il se louera, mais à une enseigne ou une entreprise discount qui accepte tout. C, il ne se louera pas, et personne ne le dira à ses actionnaire. D, dans 10 ans, il n'y aura plus d'entrepôt sans IA intégré, la question ne se posera plus. Attention, la chanson, elle va piquer, là. À vous de voter. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait. J'aurais pu ouvrir Big Up avec cette chanson quand même, vous imaginez? Alors, réponse. Dans 10 ans, il n'y aura plus d'entrepôt sans IA intégré. Il n'y a plus besoin de service, alors l'IA fait tout? Non, moi avant l'IA, j'aurais tendance à dire que c'est même pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui. Il est clair que j'ai évoqué le taux de rétention. Nous, on a un taux d'occupation qui est de 96% aujourd'hui parce qu'on a des actifs qui justement à la fois répondent mais anticipent sur demain. C'est ce qu'on appelle la qualité future ready, où on doit être de toute façon à même de répondre à des demandes qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc il est clair que l'IA est déjà utilisée par beaucoup de nos locataires. J'ai parlé de l'automatisation et la robotisation dans le cadre des exploitations. Mais nous, la COC, on doit les accompagner. Et c'est l'ensemble des services qu'on fournit, encore une fois, aujourd'hui. Et il est clair qu'il y a une fracture nette entre le classe A et le reste du marché, a fortiori sur le seconde main. Donc c'est là où on arrive à se distinguer vis-à-vis de tout ce qu'on a pu évoquer précédemment. Donc c'est pas 10 ans, c'est aujourd'hui en fait. Très clair.
Merci beaucoup, messieurs, madame, infiniment pour ce panel. On peut les applaudir et on se donne rendez-vous dans quelques minutes